L'histoire des Mandingues de l'Ouest. Djibril Tamsir Niane. Chapitre 6. À l'ouest, le Mali passe le flambeau au Gabou. L'ère de la traite. Le Gabou Mansaba, Biran Mansaté. Le Mandé Mansa maintint son autorité sur les provinces malinquées de l'Ouest jusqu'au début du XVIIe siècle. Et il était assez puissant pour tenter d'enlever Djenné aux Marocains en 1599. Mais trahi par des généraux, il dut s'incliner devant des fusiliers marocains. Au moment où paraît l'ouvrage de Donella, Description de la Sierra Leone et du Rio de Guinée du Cabo Verde en 1625. La légende d'un empire du Mali aux splendeurs éblouissantes était encore dans les récits des riverains de l'Atlantique. Un autre auteur capverdien pouvait écrire: à propos de ce Mandé Mansa, on parlait de tant de splendeur et de richesse que cela paraît chose impossible. Ce que je sais, quant à moi, c'est que dans toutes les nations de notre Guinée, qui soient douées de sens et de raison, au seul nom de Mandé Mansa, tout le monde ôte son bonnet. Mais à cette date, en réalité, une nouvelle puissance s'affirmait déjà sur la côte, le royaume du Gabou. Le Faring Kabo, ou gouverneur du Gabou, est devenu le Gabou Mansaba. Il est le seigneur de tous les rois mandingues, qui sont nombreux, ainsi que des Djolofo, des Berbessins et divers rois établis du côté du nord, d'après André Donella. Les historiens ont souvent douté que le Gabou Faring, ou Gabou Mansaba, ait dominé effectivement la rive septentrionale de la Gambie et par conséquent imposer son autorité au royaume du Sine et du Saloum. Il faut toutefois rappeler qu'à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, plusieurs vagues de migration mandingue parties des confins du Badjar et du Pakis sont venues renforcer la présence malinké en ces régions et y installer la dynastie des Guelwaar, qui avait exactement les mêmes mythes d'origine que les Nyancho. C'est seulement au milieu du XVIIe siècle, sous les effets du commerce atlantique, que les provinces gambiennes s'émancipèrent de l'autorité du Gabou. Et certains auteurs portugais du XVIe siècle donnaient encore à la Gambie le nom de fleuve du Gabou. À la fin du XVIIe siècle, le Gabou Mansaba, du nom de Biran Mansaté, est le plus grand souverain de la Sénégambie méridionale. Son royaume, qualifié de considérable par un résident français, avait une organisation remarquable et il vivait plus splendidement et plus magnifiquement qu'aucun des rois nègres de toute la concession. Dans sa nouvelle capitale de Kansala, le Mansaba surveille à distance, mais très efficacement ce qui se passe dans les ports gambiens et les rios. Son empire vit du commerce atlantique. Kansala est assez loin à l'intérieur des terres, ainsi, tout en reconnaissant l'importance du commerce atlantique, les Mansaba prenaient cependant leur distance avec les vaisseaux et les canons des étrangers. Le trafic de l'or, des épices et autres productions locales ayant perdu son importance au profit de la traite négrière, Kansala s'est organisé en fonction de la nouvelle situation économique. Mais pour fournir des esclaves aux vaisseaux blancs, il faut disposer d'armes, de troupes aguerries, car la chasse à l'homme n'est jamais de tout repos. Il faut porter la guerre au loin, hors du Gabou, au pays des Badjaranké, des Bassari et autres Tenda, au-delà du Nyeriko dans le Damantang, jusqu'à la Falémé. Les descendants de Tiramagan et de ses compagnons n'ont cessé de cultiver les vertus guerrières. Biran Mansaté fait l'acquisition d'armes à feu et dote le Gabou de la plus puissante armée de la région. L'armée du Gabou du XVIIIe siècle. Le Mansaba disposait d'un corps de 7000 fusiliers, bien armés, bien aguerris, par le moyen desquels il tenait tous les voisins en bride, se faisait payer régulièrement tribut. L'ordre le plus strict régnait à l'intérieur des frontières. Le Mansaba disposait aussi d'une cavalerie constituée par des Nyancho, montés sur des chevaux blancs et des Korings sur des chevaux noirs. Les premiers étaient armés de sabres et de fusils longs appelés lonko. Les seconds également de sabres et de fusils courts et trapus appelés brentao.
Les selles des chevaux d'un très beau travail étaient importées de France, de même que les sabres des Nyancho. Le Mansaba était extrêmement exigeant sur le choix des armes dont il faisait l'acquisition auprès des étrangers. Il exigeait des fusils d'un très beau travail, des sabres finement ciselés. Biram Mansaté savait que seule la puissance militaire pouvait permettre au Gabou de survivre face à des étrangers plus forts, mais divisés et heureusement pour lui en perpétuel désaccord entre eux. En effet, il y a longtemps que les rois africains avaient compris qu'une sourde rivalité opposait les Blancs les uns aux autres. Ils avaient vu la force des Portugais décliner les Français et les Anglais se disputer les dépouilles de ces derniers. Ils avaient vu aussi les interlopes danois hollandais venir à la sauvette faire des propositions plus alléchantes. Biram Mansaté savait qu'il devait en imposer aux étrangers qui n'avaient peur que de la force. Il savait surtout que seul un État bien uni, bien organisé pouvait tirer profit du commerce des Blancs. Le secret de leur force reposait sur leur sens de l'ordre et leur âpreté au travail. Il régla dans le moindre détail ses rapports avec les étrangers. La cour du Mansaba, Biram Mansaté. Au dire d'un résident français sur la côte dont les agents avaient fréquenté le Gabou, le Mansaba avait établi une telle police et tout était si bien réglé que le marchand pouvait sans crainte laisser leurs marchandises dehors ou le long des routes. Le vol y était inconnu. La justice était particulièrement sévère pour ceux qui commettaient les vols ou se comportaient mal vis-à-vis des étrangers. C'était la peine capitale sans rémission. Le Mansaba avait adopté bien des manières des Blancs. En effet, un voyageur note qu'il avait une cour nombreuse, une riche vaisselle d'argent de plus de 4000 marks. Les courtisans étaient richement habillés de tissus de soie et de brocart. Comme la plupart des rois de la côte en contact avec les Européens, le Mansaba avait le goût du luxe. Ainsi, il importait d'Europe des chaises, des fauteuils de velours et divers autres meubles et curiosités qu'il aimait. On devait trouver à la cour du Mansaba bien des bibelots dont lui faisaient cadeau les négriers, attentifs à offrir en présent au roi des articles rares et des curiosités qui impressionnaient le commun. Quand le Mansaba recevait une délégation étrangère, le cérémonial était particulièrement minutieux. Dès qu'il avait averti de son arrivée sur les frontières de ses États, il la faisait escorter par une garde et n'admettait pas que les Gabounkais commandent quoi que ce soit aux étrangers. Quiconque était pris en train de tendre la main à un étranger était vendu comme esclave. Il perdait sa dignité d'homme. La délégation, en se présentant au Mansaba, devait offrir à ce dernier un présent d'une valeur de 3 esclaves. Le roi se faisait obligation de rendre visite à ses hôtes une fois celles-ci installées et il leur donnait la valeur de ce qu'il avait reçu et même quelque chose de plus. Les visites et les présents réciproques continuèrent sur le même pied jusqu'à ce que le marchand s'aperçut qu'il y eut quelques diminutions dans les générosités du roi. Alors il convenait avec le prince de tout ce qui lui restait d'effet et en recevait le paiement. Et quand il allait prendre son audience de congé, il demandait au roi un présent pour sa femme et le prince lui donnait un captif ou un marque d'or. C'était là le cérémonial immuable présidant aux réceptions des délégations étrangères qui se rendaient à Kansala. C'est le moment de faire quelques remarques sur le sens et l'importance des présents chez nous. La plupart des navigateurs, des voyageurs et des traitants ont pu constater la place extraordinaire des cadeaux et présents dans les relations humaines en Afrique. La plupart ont conclu à la cupidité, sinon à l'escroquerie. Il n'en est rien. Chez nous, il est d'usage que celui qui vient apporte quelque chose en présent, mais en retour, il obtiendra toujours l'équivalent. Faire un présent, c'est manifester sa bonne éducation et montrer à celui qui le reçoit combien on tient à son estime. On aura remarqué dans le passage cité que le Mansaba reçoit la valeur de 3 esclaves et qu'en retour, il donne à son hôte un cadeau équivalent. Au moment du départ de l'étranger, le roi lui donne un présent pour sa femme. Un cadeau important, un captif ou un marque d'or, c'est-à-dire une forte somme d'argent. Le cadeau ou samba est synonyme de bunya qui signifie respect. Loin d'être une marque de cupidité, exiger un cadeau, c'est exiger le respect. Le drame du villageois qui, après une longue absence, retourne au village, c'est le nombre extraordinaire de cadeaux qu'il doit faire aux parents. Père, amis du père, oncle, frère,
cousins, tantes, sœurs, cousines, même éloignés sans parler des amis et des camarades d'âge. Chacun s'attend à son cadeau, c'est-à-dire à un signe de respect et de pensée affectueuse. Ainsi, souvent les étrangers font une mauvaise interprétation de beaucoup de nos coutumes. Les voyageurs européens qui ont pénétré à l'intérieur du continent ont eu des difficultés dès l'instant qu'ils n'avaient plus de cadeaux à distribuer aux chefs et à leurs hôtes. Comment peut-on venir de loin sans porter et déposer un présent entre les mains du roi, de l'autre qui vous donne le gîte et la nourriture, mais exige un présent qu'il peut exhiber devant tous pour dire « Voilà de quel signe de respect m'a honoré un tel ». Pour en revenir au Mansaba, si celui-ci exige un cadeau vraiment royal, il sait en retour manifester son estime à celui qui l'a honoré. Les mœurs observées chez Biram Mansaba sont exactement dans les autres cours africaines. Cependant ici, c'est la cour d'un monarque puissant et on échange or, esclaves et autres produits de grand luxe. Les mœurs étaient pures, la morale si bien à l'honneur à la cour de Biram Mansaba que les chrétiens estimèrent que leur religion pouvait facilement y trouver des adeptes. Cependant, les Gabonkés du temps de Biram n'étaient pas plus vertueux que les habitants des États voisins. Mais la loi était intransigeante et elle s'abattait avec rigueur sur ceux qui ne la respectaient pas. Le commerce des esclaves dans l'empire du Mansaba. Le Mansaba était le plus important fournisseur d'esclaves aux navires des Blancs. Il vendait pour le moins chaque année, rien qu'aux Français, 600 esclaves. Évidemment sans compter ceux que les particuliers Nyancho, Koring et Djoula pouvaient traiter directement avec les commerçants et résidents étrangers. Le temps le plus favorable à ce commerce se situait de mai à juin, à la fin de la saison sèche. C'était le moment de retour de campagne du Mansaba et de ses généraux. C'était également à cette époque qu'arrivaient les caravanes des Djoula, Sarakolé et Malinké, qui conduisaient souvent 1000 à 1200 captifs, dont la plupart étaient chargés de dents d'éléphants et d'autres marchandises comme la cire et du riz. Les vaisseaux remontaient la Gambie jusqu'au Cantor, allant ainsi au-devant des caravanes jusqu'à 300 km de la mer. Les caravaniers, las et fatigués d'un voyage de 7 à 800 lieues, sont ravis de trouver à vendre sans se donner la peine d'aller plus loin et s'exposer à des dépenses considérables et souvent à l'avarice des princes. En juillet, après la traite, les bateaux, la cale chargée d'esclaves, redescendaient le fleuve et prenaient le large. Tout commerce cesse pendant les mois d'août, septembre et octobre et novembre, note un voyageur. Les nègres se retirent dans leur village et travaillent à leur terre. De janvier à mai, il n'y a que des petites ventes d'esclaves pour acquérir des marchandises européennes. Les Anglais n'étaient pas en reste auprès du Mansaba. Ils acquéraient plus d'esclaves d'ailleurs que les Français. D'une manière générale, c'est de 3 à 5000 esclaves que les Européens achetaient tous les ans rien que le long du fleuve Gambie. Les autres débouchés du Gabou. Outre les ports du Cantor et du Toumana fréquentés par les négriers, le Gabou Mansaba écoulait les esclaves par d'autres ports, la Casamance et le rio Cachou. La Casamance était un débouché important du Gabou. Les Malinké n'avaient cessé de progresser le long de son cours. Après avoir massivement colonisé le pays du haut fleuve, ils en occupèrent le cours moyen dès le XIVe siècle. L'arrivée des vaisseaux européens précipita le mouvement des Djoula vers les côtes. Nous les avons vus très actifs au milieu des Kansaga, qui au XVe siècle étaient déjà largement mandinguisés. À cette époque, c'étaient les Portugais qui dominaient le trafic. Mais à la fin du XVIIe siècle, Français et Anglais leur menèrent la vie dure dans ces partages. Pourtant, si ces derniers avaient pu les déclasser dans les eaux gambiennes, ils furent indéboulonnables dans le rio à cause de la présence de métis et noirs portugais, les lançados ou gourmettes, dont il sera question plus loin. Cependant, bon an mal an, les Portugais tiraient de Guinguin et de Ziguinchor 100 à 20 quintaux de cire. Ces entrepôts avaient été créés en 1652. Ils avaient ouvert aussi un comptoir à Bissau, chez les Papels, où résidait un capitaine mort,
ou général portugais, commandant une petite garnison de 30 hommes. Celui-ci imposait de lourdes taxes aux Européens qui venaient acheter des produits locaux. Français et Anglais forcèrent souvent les barrages et trafiquèrent tout le long de la Casamance et dans le Rio Cachao. Là arrivaient aussi de nombreuses caravanes en provenance du Gabou. Elles déchargeaient surtout à Faring, en amont à 45 lieues de Cachao. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, Faring fit un centre commercial important. C'était le débouché des provinces du Sankola et du Birassou. Les Béafada de ce secteur avaient été mandinguisés en partie. Une forte colonie de Djoula se livrait à la traite, réceptionnant les caravanes venant de l'Est. Français, Anglais et Portugais y achetaient plus de 1000 esclaves par an et 400 à 500 quintaux de cire. Au début du XVIIIe siècle, les Français et les Anglais se mirent à l'école des Portugais, car note André Bru, le moyen le plus sûr pour cultiver et augmenter le commerce de la compagnie est d'avoir nombre de barques pour couvrir toutes les rivières, les marigots et tous les escales où l'on peut faire quelque commerce. C'est le moyen d'avoir des marchandises de la première main. Ainsi, on supprime les nombreux intermédiaires que sont les gourmettes et les djoula, en sillonnant de cette façon les nombreux bras de mer et marigots. Les traitants se livraient à toutes sortes de tractions pour capter l'intention des natifs djola, Béafada et Kokoli. Les populations côtières aussi, par une longue pratique, savaient marchander et faire valoir leurs produits. Pour déclasser les Portugais, les Anglais et les Hollandais, tous les interlopes jouaient au plus 10 ans. Des amitiés se tissaient. Les Béafada de Cachao préféraient bientôt les Français aux Portugais. Les Djoula Malinké et Sarokolais surent cependant préserver leur position auprès des côtiers auxquels ils vendaient du fer et du coton. Pour le premier produit, ils étaient sérieusement concurrencés par les barres de fer importées. Le Rio Geba et le Rio Grande ou Kokoli, Korubal. Ces deux rios pénètrent plus profondément à l'intérieur des terres. Le Rio Geba est large. C'est vers la fin du XVIe siècle que les Portugais fondèrent le comptoir de Geba. Les Mandingues y transférèrent le commerce de l'or. Le port de Geba était le débouché de la grande province de Brassou, dont les Faring au XVIIe siècle encore rivalisaient avec le Faring du Gabou. Mais au XVIIIe siècle, l'autorité du Mansaba était effective sur cette province qui devint le plus proche débouché maritime de Kansala. Le Rio Grande est un large bras de mer dans lequel se jette le Koliba ou Koribal, fleuve qui fait limite entre le Gabou et le Fouta Djallon. Il traverse le pays de Landuma Kokoli, des provinces de Chania et Koli fortement mandinguisées, d'où les Djoula tiraient beaucoup d'esclaves, de la cire et de grandes quantités de dents d'éléphant. Sur la côte, il y avait de gros villages de Béafada, initiés au commerce depuis 2 siècles de présence européenne. Le village de Kokoli était le principal marché de l'intérieur fréquenté par les Djoula et les affidés des traitants. Le commerce des dents d'éléphant y était florissant à condition de trafiquer, dit un voyageur, avec des nègres du pays. Car quand on est obligé de passer par des mains des Portugais noirs ou basanais qui sont répandus dans ce pays de Rio Grande et autres lieux des environs, on traite les captifs à 30 bars la pièce et le morphile à 18. Mais il était difficile de se passer de l'indispensable djoula ou du gourmet. Et les Béafada n'étaient plus au XVIIIe siècle les enfants de cœur que les Portugais sans scrupules voulaient effronter vers 1500. Force et faiblesse du commerce gabonais. Ce tour d'horizon rapide sur les débouchés du Gabou sur l'Atlantique montre que le royaume est largement ouvert à l'océan. Il y avait des avantages et des inconvénients à cette situation. Le Gabou tirait beaucoup d'avantages du contact direct avec les traitants européens. La pratique lui avait permis de connaître ses différents partenaires et d'adapter sa politique au tempérament et au style de ceux-ci. Par ce contact direct, il put acquérir non seulement les armes à feu indispensables à la sécurité de son État, mais aussi faire son choix des marchandises européennes.
Il est à noter que le vieil empire du Mali ne sut jamais négocier et obtenir les armes à feu des Portugais. Acquisition qui aurait sans doute changé le cours de l'histoire si les Massa avaient pu mettre sur pied un corps de fusiliers pour s'opposer aux Marocains 1591-1599. Le Mansaba commandait aux Français des articles de luxe, des habits, des tapis, de la soie, des baldaquins, des armes ciselées, des mobiliers et des curiosités. Aux Anglais, il commandait des armes, fusils, mousquetons, pistolets, des toiles et des bassines aux autres ustensiles. Le Mansaba tenta même de moderniser son État, mais il ne semble pas que sa politique ait envisagé une mise à l'école des Gabonais. Du moins, les informations dont nous disposons ne permettent pas de penser qu'il y ait eu même un début de christianisation ou de création d'institutions inspirées de l'Europe. Encore moins une tentative d'adaptation des techniques occidentales. Refus du Mansaba ou bien circonstances peu favorables à une telle mutation, il est difficile de se prononcer. Quand le Mansaba Biram mourut en 1705, les Européens le regrettèrent sincèrement parce que c'était un souverain juste, autoritaire, sans excès, soucieux des intérêts de son pays, un grand roi qui en imposa à tout le monde. La paix avait favorisé le commerce, mais le contact avec les Européens et surtout la multiplicité des points de commerce présentaient beaucoup d'inconvénients. Le Mansaba subira le contre-coup de la présence de tant d'étrangers sur la côte. Surtout les transformations sociopolitiques engendrées par la traite seront fatales au royaume qui se videra de sa population. Le Gabou Mansaba ne semble pas avoir eu un contact direct ou permanent avec les directeurs des compagnies commerciales et les négriers. De là une certaine faiblesse, car il traitait le plus souvent par Mansa ou percepteur interposé. Nous sommes loin de la situation des rois d'Abomey qui ont passé maintes conventions et signé des traités avec les puissances européennes. Ainsi, à notre connaissance, il n'existe aucun texte écrit, aucun traité entre le Mansaba et les compagnies commerciales ou les puissances européennes. Pourtant, Abomey n'était pas non plus sur la côte. Cependant, la capitale du Dahomey contrôlait l'une des principales bases du trafic négrier, Cotonou, sur la côte des esclaves, où personne ne trafiquait sans accord préalable du roi. Le Gabou, quant à lui, situé un peu trop à l'intérieur des terres, était en relation avec plusieurs ports. Peut-être faut-il imputer à cette dispersion le fait que le Mansaba n'a pas tiré tous les avantages que son homologue du Dahomey sut tirer de ce contact, notamment l'encadrement européen pour l'armée. En effet, vers 1890, les Dahoméens feront l'acquisition de canons de fusils perfectionnés et s'en serviront si efficacement que les Français accuseront l'Allemagne de se battre aux côtés des nègres contre les Blancs. Nous tenons là l'une des raisons de la méconnaissance du Gabou. Ce royaume négrier n'a pas passé traité avec les Européens. Ce silence des textes explique que l'historiographie coloniale ait royalement ignoré l'un des plus gros pourvoyeurs d'esclaves des côtes d'Afrique. Manjam musu yana manu kisibi kroto Atilia ki kabu fanang Atil nada ki gambia fanang Atil malum yusrib kili way dunia Alinga tala sugo Alinga tala sugo Bunyu bayo bige Ndano bige Ndano bige Come